Bonjour, je m'appelle Frédéric Grimm et je suis professeure à l'université de l'État du Colorado aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet que j'ai mis en place avec des étudiants dans un cours de phonétique. Et donc, je vais vous parler de comment ce projet a transformé leur prononciation grâce à ce programme dans la communauté et j'aimerais vous raconter leur histoire. Pour commencer les objectifs d'aujourd'hui, je vais vous donner un bref aperçu de la recherche, un aperçu du programme et la description et les résultats de l'étude de recherche sur la prononciation et sur leur confiance. Comment est-ce que ça a commencé? Ça fait longtemps que j'essaye de trouver des façons d'implémenter l'apprentissage de la langue de façon plus réelle, plus authentique, tout en apportant un aspect ludique dans l'apprentissage pour nos étudiants en université, ainsi que leur donner l'occasion d'être en connexion avec la communauté locale, donc dans notre ville, et aussi être en relation avec les membres de cette communauté. Il y a pas mal de francophones et de francophiles dans la communauté, donc c'était une façon pour moi de trouver ce lien entre les étudiants sur le campus et la communauté. Et j'ai aussi une motivation personnelle, j'ai une enfant de 9 ans qui est bilingue et pouvoir lui apporter un apprentissage et un soutien à son apprentissage à travers ce programme que je vais décrire bientôt était important aussi. Donc, quand on regarde la recherche qui a été faite sur l'apprentissage expérientiel et l'impact positif sur les apprenants, on voit qu'il n'y a en fait pas beaucoup de recherches, mais quelques-unes des études ont été vraiment importantes pour pousser vers cette idée d'apprentissage expérientiel. Donc, par exemple, Gascoigne en 2001, elle a commencé à regarder certaines façons d'intégrer ses étudiants dans la communauté et elle les a placés dans des situations de tutorat ou d'enseignement où ils ont écrit des mini-leçons en langue et culture française, allemande ou espagnole. Ils ont écrit des leçons et les avantages qu'elle a tirés de cette expérience, c'est que les étudiants vraiment ont eu une expérience de première main. Ils ont pu appliquer ce ils avaient appris en classe de didactique et ils ont pu vraiment le mettre en pratique. Ils ont pu élaborer leur plan de leçon avec un véritable objectif. Et ça, c'était important pour les motiver et pour voir l'application de ce qu'ils apprenaient. Et aussi, cela a facilité à faire la transition entre un stage d'enseignement et le vrai enseignement professionnel. Donc, ça leur a donné ce goût justement où ils étaient indépendants, ils ont dû écrire leurs propres leçons et ils les ont enseignées à des enfants. Donc, ça leur a donné soit une meilleure idée de ce que l'enseignement était, ou peut-être un goût pour l'enseignement ou un goût contre l'enseignement. Les enfants ont pu être aussi exposés à une langue, à une culture étrangère, et ça c'était aussi primordial. Une autre étude de Caldwell en 2007 a emmené des étudiants à la bibliothèque locale où ils ont lu des contes à des enfants. Et ce qu'on apprend, c'est que ça leur a donné une certaine formation pour un emploi dans le monde, un apprentissage collaboratif parce qu'ils ont dû travailler ensemble, en groupe. Ça leur a permis de développer des compétences linguistiques, culturelles et autres, peut-être théâtrales, ce qui a aussi donné une certaine confiance en eux-mêmes lors de ces contes pour les étudiants. Et ils ont eu l'occasion de produire des réflexions critiques. Et quelque chose qui est très très important, qui a commencé à sortir dans ces années-là, c'est que ça leur a donné un engagement civique. Et ce qui est vraiment important et motivant. Les quelques études que j'ai faites, je ne vais pas en parler très fort, mais vraiment elles soutiennent toutes les autres études qui avaient été faites avant. Encore une fois,
Si on envoie des étudiants, des apprenants de l'université dans des situations où ils sont indépendants et on leur donne vraiment l'opportunité d'être dans la communauté et de partager ce qu'ils apprennent de façon plus authentique. Ça leur apporte une confiance en eux. Il y a un développement des compétences et la motivation à l'apprentissage. Ils ont vraiment envie de continuer à apprendre la langue qu'ils apprennent. Ils reçoivent une expérience, ce qui est positif pour leur CV, bien sûr. Et ils ont aussi un rôle d'engagement civique, et ça c'était très très important. Et aussi on voit qu'ils reçoivent une certaine sensibilisation socioculturelle et linguistique. On va parler bientôt. Donc, par rapport à la recherche sur la prononciation qui est liée à cet engagement dans la communauté, je n'ai pas trouvé de recherche qui était liée à ça. Et peut-être à ce développement positif? Est-ce que ça a un impact sur la prononciation de nos étudiants quand ils sont impliqués dans la communauté de cette façon? Donc, si vous avez d'autres suggestions à part ce que je vais vous présenter, s'il vous plaît, sentez-vous libre de les mentionner à la fin de la présentation. Ici aux États-Unis, l'espagnol a une très très grande place dans beaucoup de programmes divers. Certains programmes que j'ai déjà mentionnés, qui se font tous en espagnol. Et donc vraiment, qu'en est-il des autres langues? Et je crois que c'est important de mentionner que toutes les langues que nous enseignons à notre université et qui sont enseignées dans toutes les universités aux États-Unis ou en Europe ont un rôle dans la communauté. Le public communautaire pour d'autres langues est présent. On peut le trouver si on élargit un peu et on cherche un peu. On a des opportunités qui se dévoilent. Il y a des locuteurs natifs et non natifs qui sont intéressés. En sachant qu'on est dans une université, on sait qu'il y a des gens de partout dans le monde qui pourraient vraiment être intéressés par ces programmes, soit en les recevant ou soit en participant. Parfois, il y a des écoles bilingues. Donc, par exemple, dans ma communauté, on a une école bilingue qui enseigne le chinois, le français et l'espagnol. Donc, on doit prendre justement ça en considération et saisir cette opportunité. On a des clubs de langue qui peuvent être développés dans les écoles primaires, quelle que soit la langue. Ça ne doit pas être que l'espagnol, mais il y a des intérêts dans d'autres langues qu'on pourrait apporter dans les écoles primaires. En plus, ce sont souvent des services gratuits que nous offrons. Donc, ça intéresse les écoles primaires. Et je ne sais pas comment ça marche à travers le reste du monde, mais aux États-Unis, souvent, après l'école ou même pendant l'heure du midi, on peut avoir des petits clubs de langue ou des clubs de sport, par exemple. Donc, justement, c'est notre façon de présenter les langues. Donc, à notre université, nous avons 10 langues différentes. On a le langage des signes, qui n'est pas une langue étrangère, c'est American Sign Language. On enseigne l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, l'espagnol et le russe. Donc chacune de ces langues dans notre communauté pourrait être enseignée ou lue à la bibliothèque si les professeurs d'université étaient prêts à s'engager de cette façon. C'est quelque chose qui les intéressait. Donc jusqu'à présent, par exemple, les contes qui ont été lus à la bibliothèque ont été lus en arabe, en français, en japonais et en russe. Et ça a vraiment été quelque chose et c'est encore quelque chose de grandiose parce que ça nous permet d'exposer les enfants qui n'ont jamais entendu de langue à ces langues, ou alors des enfants qui ont grandi en parlant ces langues à recevoir plus de langues qui est à part leurs parents, par exemple, leur famille, ou si dans une école c'est enseigné, ça leur permet d'avoir un soutien supplémentaire. Donc très rapidement, le programme qui a été développé, on l'a appelé World Language Storytime. Et comme vous voyez, il avait été lu, donc les histoires avaient été lues, des histoires différentes aussi, bien sûr, parce que c'est très culturel, en 4 langues différentes. Et on a traduit aussi la description dans les langues différentes afin d'attirer justement les gens qui sont intéressés par ces langues, donc les gens qui sont natifs de ces langues. Encore une fois, de la
publicité. Et voici quelques photos très rapidement pour vous montrer un peu ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler avec ce que j'ai fait avec mes étudiants, c'est que je les ai amenés à la bibliothèque et ils ont lu des contes, ils ont mis en place des contes, soit de façon théâtrale ou avec des marionnettes ou simplement lus ou en chantant, et devant un groupe d'enfants avec leur famille, leurs parents, pour essayer de les engager et leur apporter un soutien. Donc ici, c'est en français ce que je vais vous parler parce que c'est ma langue et c'est la langue que j'ai apporté à mes étudiants et le programme que j'ai apporté à mes étudiants. Donc ça, c'était le début d'une session. On a de la musique souvent, où on chante, on essaye d'apporter de la musique en français. Les étudiants vraiment s'investissent, ils développent des matériaux, soit ils vivent vraiment la pièce, ou alors ils peuvent utiliser une marionnette qui raconte justement cette histoire. Donc, voici une marionnette. Ils se déguisent aussi. Ça, vous voyez que c'est les 3 ours avec, oui, dans les bois. On a une multitude de livres qu'on peut emprunter et on en a aussi beaucoup d'autres qu'on peut trouver. Marionnette est quelqu'un qui lit simplement le livre et les étudiants autour qui chantent une certaine chanson avec Pat le chat, qui chante beaucoup. Et on fait aussi souvent des travaux manuels. Encore une fois, costumes. Et derrière, on a souvent l'image du livre qui défile au fur et à mesure du conte. Comme ça, les enfants peuvent aussi avoir ce soutien, en partie parce que parfois les étudiants n'énoncent pas toujours très très bien, et aussi parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. Donc, on essaie d'avoir un soutien supplémentaire pour les aider. Ouais. Donc, vraiment, à qui offrir ce type de programme dans nos cours? Donc, moi, j'enseigne à l'université et vraiment, je trouve ce type de programme vraiment adéquat aux étudiants qui sont en langue, dans n'importe quelle langue. Dans mon cas, c'est le français particulièrement. L'avantage, c'est que ça emmène nos étudiants en dehors de la classe. Comme on a mentionné plusieurs fois, ça leur donne une certaine opportunité d'être exposés à la langue authentique, et aussi avoir les membres de la communauté se joindre à nous pour aider et à soutenir les étudiants dans leur prononciation et la pratique est aussi primordiale. Pourquoi? Pour nos étudiants, ça permet de pratiquer la langue dans des situations authentiques en dehors de la classe. Ils rencontrent des enfants qui sont d'origine francophone et des parents qui sont d'origine francophone, ou alors des francophiles qui sont vraiment attirés par la langue. Ça leur donne un certain développement de leurs compétences linguistiques. Ils apprennent à comprendre l'histoire, la grammaire qui se trouve dans les livres, les temps, les conjugaisons, etc. Et aussi pour la prononciation. Ils doivent vraiment pratiquer cette prononciation et comprendre l'histoire. Donc il y a aussi ce côté culturel et linguistique qui est important à comprendre pour pouvoir bien énoncer, et aussi parce que afin de s'intégrer dans une histoire, afin de vivre l'histoire, il faut pouvoir la comprendre. Ça leur donne aussi une expérience créative et théâtrale. Je les pousse, je leur donne l'occasion de choisir comment ils veulent présenter cette histoire. Il y a un engagement communautaire, donc ils sont dans la communauté, et c'est quelque chose qu'ils peuvent ajouter dans leur CV, une petite ligne pour dire qu'ils étaient engagés dans la communauté. Pour la communauté, il y a un apport supplémentaire dans la langue cible pour les locuteurs natifs, comme par exemple ma fille qui reçoit ça en supplément. Il y a un soutien à l'alphabétisation des enfants. C'est toujours important de leur montrer qu'il y a c'est important d'apprendre à lire et de comprendre les images et les histoires, etc. Il y a un rapprochement entre la communauté et nos étudiants, mais au sein de la communauté, ça permet de créer un événement où ils se rencontrent et ils peuvent justement partager. Donc très souvent, à la fin de ces sessions, on voit que les gens de la communauté, oh, vous parlez français, vous êtes québécois, et ils commencent à parler et on a du mal à arrêter en fait à fermer les portes, et parce qu'ils ont vraiment besoin d'être ensemble, et ça permet de créer des amitiés aussi.
Il y a une exposition à la diversité culturelle et linguistique pour d'autres enfants et familles, parce qu'on a des familles qui viennent de l'Afrique, des familles qui viennent du Canada, de la France, de la Belgique. Et encore une fois, ça permet d'avoir ce rapprochement, mais aussi de montrer aux enfants que c'est tout à fait normal. Et ils sont pas seuls, et ça c'est important pour les enfants. Et il y a une appréciation de l'université locale, de la commune, vis-à-vis de la communauté. Donc, quand la communauté souvent a tendance à voir l'université comme une institution qui profite de la communauté, et dans ce cas-là, ils voient que justement on a un retour et qu'on est là aussi pour servir la communauté. Qu'est-ce qui se passe en classe pour organiser ce programme? Il y a la sélection des livres. Quel type de livre est-ce qu'on va utiliser pour qu'il soit ludique pour les étudiants et les enfants à la bibliothèque? Et la pratique, il faut vraiment pratiquer en classe et c'est là que ça se passe à ce moment-là, plusieurs fois, pas juste une fois. Et c'est aussi important de considérer et de se concentrer sur la prononciation de ces contes parce que vraiment il faut que les enfants puissent bien comprendre les histoires. Il y aura aussi un appui visuel qu'on va mettre par exemple derrière la production des histoires sur un fond d'écran par exemple. C'est aussi important de sélectionner des chansons attirantes et engageantes et aussi de pousser nos étudiants à réfléchir, à se demander si le programme s'est bien passé, qu'est-ce qui pourrait être fait pour être amélioré, etc. Leur donner aussi une certaine conscience de l'alphabétisation des élèves, euh, des enfants qui seront présents est important à garder en tête. Alors l'étude que j'ai faite, elle est assez simple et assez petite. Et donc j'ai réussi à avoir les réponses de 9 étudiants différents. Donc en fait, 14 de mes étudiants avaient répondu à un questionnaire. Et sur les 14, j'ai pu seulement utiliser les données de 9 parce qu'ils étaient complets. Entre les questionnaires, entre les enregistrements analysés et aussi entre les journaux qu'ils ont remplis. Donc tout d'abord, c'était le questionnaire qui demandait de leur satisfaction, etc. Donc on voit qu'il y avait une majorité de femmes qui ont répondu. Leur éducation, ils étaient en général deuxième, troisième année et ils faisaient des spécialités en français ou ce qu'on appelle sous-spécialités. L'équivalent linguistique, je dirais que c'était des étudiants de niveau B1 à peu près. Et une des étudiantes était non traditionnelle. Elle était retraitée, elle était revenue faire des études de français. L'enquête que j'ai conduite auprès des étudiants nous montre que la majorité des étudiants ont pensé, en tout cas ça c'est leur impression, ont pensé que leurs compétences linguistiques générales ont augmenté, la majorité vraiment, et les 23% qui n'ont pas répondu oui ont dit peut-être. Donc vraiment en général ils ont pensé oui, je pense que quelque chose a changé. Leur prononciation du français aussi, ils ont senti qu'il y avait une amélioration de leurs compétences et leur motivation pour l'apprentissage du français, encore une fois, qui étaient motivés. Les quelques personnes qui ont répondu non, donc c'était 2 personnes, c'est parce qu'ils étaient, un qui était très très avancé, qui était déjà très motivé, donc ça n'a pas changé cette motivation. Et de la même façon, une autre personne qui était aussi très motivée et qui a senti que ça ne changerait pas et qu'ils aimeraient continuer à être motivés à apprendre la langue. L'impact sur les enfants, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur les enfants? La moitié a dit oui, un peu plus que la moitié, l'autre moitié a dit peut-être. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris comment l'alphabétisation des enfants se passait. Ils n'ont pas autant d'expertise, bien sûr. Donc, ils n'ont pas vraiment compris cette motivation. Par rapport à la prononciation, donc ça c'est mon analyse sur leur prononciation. Quand on regarde les étudiants entre le premier et le deuxième enregistrement, avec une dizaine de semaines de différence, on voit qu'il y a eu assez logiquement un progrès, on espère, après quelques semaines de pratique. Donc ça c'était positif.
Et vraiment, à long terme, j'ai vu que oui, il y a eu, à long terme sur le semestre, je dois préciser, il y a eu des progrès. Pas autant de progrès que ce que je pensais. Et ça, je pense que, et je vous montre encore quelques progrès ici, et je peux vous envoyer la présentation, bien sûr. Mais j'avais espéré pour voir plus de progrès. En fait, les étudiants qui étaient déjà assez bons ont vraiment travaillé les petits problèmes qu'ils avaient. Les étudiants qui avaient beaucoup de difficultés, ils ont amélioré certaines caractéristiques, mais pas autant que j'avais pensé, en partie parce qu'il y en avait beaucoup. Et il y a cette idée de plateau où ils ont eu vraiment du mal à casser certaines habitudes qu'ils avaient. Et il ne faut pas oublier que ces étudiants sont en deuxième, troisième année, donc leur niveau est niveau B1, B2, principalement B1, je dirais. Donc il y a une certaine fossilisation qui se fait, et ça, il ne faut pas oublier non plus. Par rapport à la conscience de soi des étudiants, vraiment, ils ont apprécié regarder les différences dans leur prononciation. Donc je leur ai demandé de vraiment écouter. Et souvent, et dans la majorité des cas, ils ont réalisé les problèmes qu'ils avaient, les difficultés qu'ils avaient. C'était moi aussi ce que j'entendais. Et à la fin du semestre, je leur ai demandé s'ils avaient amélioré. Et certains, encore une fois, qui avaient les mêmes problèmes, ils ont dit, oh oui, on a toujours des problèmes avec ça, mais c'est mieux. Par exemple, avec le R, j'ai toujours des difficultés, mais je crois que j'ai progressé. Donc, on voit ça un petit peu. Je ne vais pas lire tout ça et je dois terminer aussi. On voit que les étudiants étaient vraiment heureux, ils ont apprécié l'expérience. Et donc, même si la prononciation n'a pas évolué fortement, elle a évolué, ça c'était une chose, et leur motivation a évolué. Et vraiment, de pouvoir être intégré dans la communauté, pour eux, c'était très, très important. Et si on, la question que je leur ai posée, c'était est-ce que vous étiez satisfait par ce programme? Et la grande majorité était très satisfaite, et le reste était satisfaite. Il n'y avait personne qui a dit pas vraiment. Le contact avec les locuteurs natifs était très très fort. Ils ont tous apprécié cette idée. Et on a eu des améliorations entre le premier et le deuxième enregistrement. Et je crois que ça, c'était important aussi à garder en tête. Et on ne peut pas négliger le fait qu'ils ont amélioré et l'ont fait de façon ludique. Et je crois que c'est important. Donc, je vais m'arrêter ici parce que je manque de temps. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les quelques minutes qui arrivent. Merci pour votre temps.